innovation et e-santé sud. Grade PACA, c'est plus facile en fait de dire grade finalement avec la région. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Je me dirais que t'es lancé, ça y est. Voilà, la parole est à vous. Voilà, on nous voit. Je ne sais pas où on nous voit. On ne vous entend pas. Mais... par la caméra là. Juste là. Allez, madame le. Qui est arrivée, elle va. Bien. Les supporters. C'est ça. C'est Manuela Oliver qui est référente internationale au niveau de l'INS, l'article de finance. D'accord. Laurence, Bonjour Philippe. Bonjour. une question très belle. Vous pouvez y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cet atelier dédié à la transformation numérique du secteur médico-social. Je suis Laurence Le Sueur-Ginot du groupement e-santé Occitanie. Donc, le groupement e-santé Occitanie, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé, qu'on dit aussi GRADE. Et je suis accompagnée pour cet atelier par Odile Jamet, Bonjour. directrice des projets du secteur médico-social à la DNS, direction du numérique en santé, de l'équipe médico-sociale de l'Agence du numérique en santé, donc Morgane Berthelot, Mehdi Zine et Fanny Hanot, et de Philippe Passy du GRADE PACA, le groupement Innovation et e-santé Sud. Voilà, donc nous avons 45 minutes. Nous allons avoir un temps d'exposé de 38 minutes. Odile va nous présenter la genèse, les enjeux et les leviers du programme. Et son intervention sera ponctuée d'intervention de l'ANS qui donnera des premiers résultats, puisque ça fait déjà 1 an que le programme est lancé. Et puis, Philippe nous parlera de la dynamique territoriale et ensuite, nous vous donnerons les prochains grands rendez-vous de l'année 2022. Et si vous avez des questions, donc, merci de les poser donc, à la fin de l'exposé. Et pour ceux qui nous rejoignent en visio, vous pouvez poser vos questions dans le chat, elles seront relayées ensuite. Voilà, je passe tout de suite la parole à Odile. Merci Laurence. Alors, effectivement, ce matin, on va vous parler des outils au service de la transformation numérique dans le secteur médico-social. Donc, dans le secteur médico-social, on a fait beaucoup de choses depuis plusieurs années, mais là, on est vraiment en train d'accélérer très fortement le mouvement. Et vous allez découvrir dans cette rapide présentation un ensemble de leviers sur lesquels... Hop là. Un ensemble de leviers sur lesquels on a travaillé pour accompagner la transformation numérique dans le médico-social. Donc, vous allez voir qu'on a fait plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. On ne va pas vous parler de tout parce que ce serait beaucoup trop riche. Il y a vraiment beaucoup de chantiers qui sont en cours. Donc, voilà, on peut y aller directement sur la mobilisation de ces différents leviers avec, en premier lieu, et ça, c'est vraiment une opportunité et une chance pour ce secteur, un portage politique très fort, à la fois du côté du ministère de la Santé, mais aussi secrétariat d'État à l'autonomie et aux personnes âgées. Et donc, ce qui nous a permis d'avoir une inscription du social et du médico-social de façon très forte dans la feuille de route du numérique en santé, à tel point qu'on a réussi à décliner en début d'année 2021 le plan d'action, la feuille de route du numérique en santé dans une feuille de route spécifiquement dédiée au secteur social et médico-social. D'ailleurs, il faut dire social et médico-social, ce n'est pas seulement médico-social, on embarque un périmètre très très large. Et donc, depuis le début de l'année, depuis janvier 2021, nous avons une trajectoire adaptée pour le secteur médico-social et social en matière de numérique en santé. Donc, cette doctrine, cette feuille de route, elle a été publiée en tout début d'année, le 25 janvier. Vas-y.
On a, alors dans les leviers également sur lesquels on a beaucoup travaillé cette année, mais ça, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer encore en 2022 et dans les années à venir. Ce sont des mesures financières et réglementaires qui sont mises en place. Je pense que vous êtes particulièrement intéressés par ces mesures financières et réglementaires qui sont mises en place pour accompagner la montée en maturité numérique des ESMS et pousser les éditeurs de solutions logicielles à mettre en conformité leurs solutions avec le virage numérique en santé. En particulier, donc on a des mesures financières qui vont concerner directement les éditeurs avec un dispositif qui s'appelle SONS, c'est son petit nom, le système ouvert et non sélectif, qui va entrer en vigueur à partir de janvier 2022 et qui permettra de financer directement les éditeurs qui mettent en conformité leurs solutions par rapport à la doctrine du virage numérique en santé. Et puis, en termes de mesures financières, on a le programme SMS numérique qui, vous le savez, a démarré en 2021 dans sa phase d'amorçage et qui, en 2022 et jusqu'en 2025, va être dans une phase de généralisation. Et donc, on va pouvoir financer les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les aider à s'équiper d'un DUI, donc d'un dossier usager informatisé qui leur permette de mieux accompagner leurs usagers en respectant la doctrine du virage numérique en santé. Et puis, on a également des mesures réglementaires qui vont s'adresser à la fois aux éditeurs au travers de l'opposabilité des référentiels. Donc, progressivement, vous savez que le référentiel INS est déjà opposable depuis le 1er janvier 2021. Et donc, progressivement, tous les référentiels vont devenir opposables et donc les éditeurs vont devoir les intégrer. Et puis, on a des arrêtés qui vont être pris en application donc, du Code de la santé publique pour transformer également les usages et rendre obligatoire, là aussi, par exemple, l'alimentation du DMP, l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé, etc., dans les établissements et services médico-sociaux et par les professionnels de ce secteur. Je reviendrai tout à l'heure avec un petit focus sur le DMP. Attends, il y avait un petit point. Non ? Non, pardon. Alors, sur le programme SMS numérique, qui est donc, comme vous le savez, un levier très important pour ce secteur, on a eu donc la phase d'amorçage en 2021 qui nous a permis, avec une première enveloppe de 30 millions d'euros, de tester le dispositif. Et puis, dans le temps 2 de la phase d'amorçage, nous a permis à la fois d'améliorer ce qu'on avait proposé dans le temps 1 et surtout d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite, puisque là, on a mis en place, on a déployé, on a alloué une enveloppe de 85 millions d'euros sur l'année 2021 pour les établissements et services médico-sociaux. Et donc, comme je le disais à l'instant, on va généraliser ce programme en 2022 avec une nouvelle instruction qui va renforcer l'incitation à l'usage du numérique et en particulier l'utilisation du DMP, de mon espace santé, de la messagerie sécurisée de santé. Donc tout ça est en préparation et va arriver en janvier 2022. Pardon. Et en premier résultat, il y a déjà depuis septembre 2021 plus de 2900 SMS qui sont financés et avec comme horizon à 2026 plus de 30 000 SMS financés dans le cadre de ce programme. Alors, autre levier très important pour nous, c'est de renforcer les ressources humaines de manière très significative au service des priorités du Ségur dans les territoires. Donc, à la fois dans les ARS, mais aussi permettre aux ARS de renforcer les ressources dans leur grade. Donc, on a des représentants aujourd'hui auprès de leurs opérateurs, œuvrer à la mise en œuvre des collectifs et SI médico-sociaux dont Philippe reparlera tout à l'heure. Et donc, on a alloué des crédits exceptionnels, puisque c'est 20 millions par an, donc 60 millions sur 3 ans, qui sont alloués au renfort des ressources humaines dans les territoires. Et donc, suite à ces nouveaux arrivants dans les territoires, notamment au sein des grades et ARS, l'ANS va se mobiliser pour les accompagner et puis surtout accompagner la montée en compétences de ces acteurs sur le périmètre du médico-social et sur les différents référentiels et services socles.
Alors voilà, je vous avais dit qu'on ferait un petit focus sur le DMP. Ça, c'est un sujet vraiment très, très important pour le secteur médico-social, puisque grâce aux travaux que nous avons menés cette année avec des acteurs de terrain, donc des représentants des structures, des représentants des fédérations, des représentants des éditeurs, eh bien, nous avons proposé une évolution de la matrice d'habilitation du DMP. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enrichit le DMP avec des nouveaux documents qui sont des documents spécifiques du secteur social et médico-social. Donc, ça veut dire que vraiment le DMP devient, ça n'est plus le dossier médical partagé au sens strict, mais c'est en train de devenir un dossier qui va comporter aussi des documents de nature plus sociale et médico-sociale. Donc, on enrichit très largement le DMP avec des documents, par exemple, d'évaluation dans le secteur PH, le plan personnalisé d'accompagnement pour tous les secteurs, différents documents, des attestations de sortie, des documents d'entrée ou de liaison qui vont pouvoir être utilisés entre les différents établissements. Donc, on enrichit très significativement le DMP. Et puis surtout, on ajoute des nouvelles colonnes dans cette matrice d'habilitation, c'est-à-dire qu'on ajoute des droits pour les professionnels du secteur social et médico-social qui vont pouvoir consulter le DMP. Donc, ce travail-là, il est vraiment en train de devenir concret. Les concertations sont en cours. On va saisir la CNIL sur ce projet très rapidement. Et l'idée, c'est qu'on puisse publier cette nouvelle matrice d'habilitation du DMP au travers d'un arrêté en tout début d'année 2022 pour l'ouverture de Mon Espace Santé. Donc, ça devient vraiment une réalité très, très concrète pour le secteur du social et médico-social que cette ouverture du DMP au secteur social et médico-social. Et pour illustrer encore l'intégration, la valorisation des professionnels du secteur social et médico-social, il y a aussi le RPPS+, donc le répertoire partagé des professionnels de santé, qui permettra maintenant aussi d'y intégrer tous les professionnels de ce secteur et ainsi pouvoir accéder au DMP et à tous les services et référentiels socles. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on dénombre 30% des EHPAD qui sont raccordés au DMP et qui ont pu alimenter plus de 46 000 DMP avec plus de 630 documents ajoutés dans ces DMP. On va vous parler de leviers complémentaires qui vont concerner également la conformité des solutions de dossiers usagers informatisés. Ça va être aussi un axe fort de ce programme Ségur, de ce programme SMS numérique, c'est travailler sur la confiance dans les solutions, dans le fait de donner des repères auprès des établissements et services médico-sociaux et puis auprès des industriels pour leur dire globalement, votre dossier usager informatisé que vous allez proposer aux établissements et services médico-sociaux qui adressent des acteurs plutôt personnes en situation de perte d'autonomie, personnes en situation de handicap, et demain dans le champ du social, eh bien, il va falloir que vous définissiez, que vous répondiez à un certain nombre d'exigences. Ces exigences fonctionnelles, on les a co-construites ensemble, ces 5 mois de travail, avec des acteurs terrain, des acteurs des ESMS, des acteurs territoriaux, des GRAD notamment, et des ARS qui sont intervenus dans le cadre de task force médico-sociales, des groupes de travail, et des industriels. On s'est réunis et on a défini un tronc commun d'exigences à la fois cœur de métier pour le DUI et d'interopérabilité qui permettrait de favoriser l'échange et le partage. On va parler de transmission ciblée, on va parler de liste d'attente, on va parler du projet personnalisé, la transmission du dossier de liaison d'urgence auprès des établissements de santé pour favoriser la prise en charge d'une personne en situation d'urgence. Toutes ces exigences, elles sont posées dans le cadre d'un dossier de spécification de référencement. C'est un cadre national et ce cadre, co-construit avec l'ensemble des acteurs, il y a eu une première étape de prépublication le 1er octobre 2021 et l'objectif, c'est qu'il puisse être publié début décembre et servir de base à un processus de référencement des solutions. Et nous, à l'Agence du numérique en santé, nous allons vérifier la conformité de ces solutions conformément à ce cadre de référencement, conformément à ces DSR.
Effectivement, donc comme tu l'as très bien dit Morgane, ces travaux ils ont été aussi faits avec les éditeurs puisqu'une trentaine d'industriels du secteur médico-social ont été accompagnés depuis plus d'1 an et aujourd'hui on a 50% de ces industriels qui se disent être prêts à être référencés Ségur avant mi-2022, donc on espère vraiment que ce sera le cas. Et très concrètement, en ce moment, on accompagne des pilotes dans le cadre de ce Ségur médico-social sur la vague PA, PH et domicile, où 18 SMS sont impliqués pour mettre en œuvre ces DSR concrètement et pour voir sur comment cela se passe sur le terrain. Et comme l'a dit Odile, il y a une ouverture au champ du social avec notamment des task force qui se déroulent en ce moment sur la protection de l'enfance et les personnes en difficulté spécifiques. Dernier levier, et c'est vraiment le levier essentiel, c'est l'accompagnement. Et je laisserai la parole ensuite à Philippe qui vous en parlera plus. Un ensemble d'acteurs est mobilisé pour accompagner l'émergence du numérique dans les établissements et services médico-sociaux, sous l'impulsion et la gouvernance de la délégation du numérique en santé. Donc il y a à la fois des acteurs nationaux comme la CNSA qui va accompagner le pilotage du programme ESMS numérique sur le plan opérationnel, l'Agence nationale d'appui à la performance qui va accompagner les directeurs d'établissement et les référents ici dans la montée en maturité, comprendre ce que le numérique va pouvoir apporter au quotidien, pourquoi il faut y aller, comment il faut y aller. L'assurance maladie et l'Agence du numérique en santé, donc nous allons plus particulièrement accompagner le développement des usages des référentiels et services socles en lien avec les territoires, en lien avec les ARS, en lien avec les grades et les relais des CGDR côté assurance maladie. Sur le territoire, donc, les acteurs se mobilisent, à la fois donc les ARS, les grades, les collectifs et SI médico-sociaux qui sont en train d'émerger, les industriels qui sont aussi les chevilles ouvrières qui vont déployer aux côtés des ESMS les dossiers usagers informatisés et les référentiels et les services socles, donc au bénéfice des établissements et services médico-sociaux, au bénéfice des usagers et avec les fédérations qui se mobilisent également beaucoup dans les territoires. C'était une occasion pour nous aussi aujourd'hui de vous dire que côté ANS, le sujet du médico-social est très fort pour nous aujourd'hui. Et on a une équipe qui s'étoffe avec la présence de Fanny et Mehdi qui sont aujourd'hui à mes côtés. Et donc, l'objectif, c'est que notre équipe puisse accompagner du mieux qu'on peut le développement des usages, des référentiels et des services socles dans le champ du médico-social et du social. Eh bien, je donne la parole à Philippe, du coup. Oui. Effectivement, l'enjeu, l'objectif pour la déclinaison de ce vaste plan de transformation du métier médico-social était d'être un acteur sur le terrain, la déclinaison locale de toutes ces politiques nationales. Donc, les ARS, les grades se sont structurés, et vous avez ici la visibilité sur tous les grades dans les régions, qui sont donc ces structures d'appui régionales à la e-santé, qui collaborent étroitement avec les ARS, chacune étant organisée à sa façon pour correspondre à son territoire, à la réalité, aux besoins au plus proche de son territoire. Nous sommes organisés dans une dynamique, dans un collège de grades, pour animer cette trajectoire, cette lancée des différents projets, des accompagnements au plus proche du terrain. Un collège de grades de directeurs, un collège de grades de mes collègues, dont certains sont présents ici, sur le médico-social, pour mettre en avant une dynamique, une interface intelligente qui va accompagner tout le secteur. Voilà. Un autre outil qui nous paraît être aussi un énorme levier pour accompagner le changement dans le secteur, c'est le collectif. Le collectif, il a pour vocation à être aussi cet acteur proche du terrain. Il est le fédérateur des établissements. C'est une boîte à outils pour les établissements, Il va être impliqué dans cette organisation de collectif les différents grades qui sont à la manœuvre pour certains, consultés pour d'autres. En tout cas, chacun de ces collectifs, comme vous voyez là, il y en a certains qui sont déjà opérationnels, avec des groupes de travail qui rassemblent des DSI, qui vont partager leurs compétences, partager des connaissances, travailler ensemble
sur la mise en application de la MSS dans son établissement et donc travailler sur tous les prérequis qui sont nécessaires et avancer ainsi ensemble, du retour de bonnes pratiques. Et en fait, ce sont des outils qui sont très efficaces au niveau du terrain, puisque c'est les établissements eux-mêmes qui partagent leurs objectifs au plus près de chaque territoire. Je pense que la synergie qu'on voit émerger de tous ces acteurs-là, elle est extrêmement importante, elle est majeure. On a parlé de l'ANAP, on a parlé de l'ANS, et on voit que face à l'ampleur du chantier, eh bien, on a là des outils qui permettent d'avancer très vite. Et je pense que la feuille est encore longue, le travail, la marche est encore haute, mais on a tous les outils pour accompagner vraiment le terrain. De fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit, on a des enjeux pour préserver la cohérence, donc c'est ce travail en synergie qu'on mène. On a un énorme enjeu sur l'acculturation, la formation des acteurs sur le terrain. Tous ne sont pas au même niveau de maturité, donc tant les ARS que les grades, que les collectifs sont des acteurs de cette formation, de cette acculturation. Sur la cybersécurité, on ne peut plus dire je ne suis pas concerné, on doit malheureusement se dire c'est quand est-ce que je vais être concerné. Donc tous les acteurs doivent être sensibilisés à ça. Et puis la mutualisation dont je vous ai posé les principes autour du collectif. C'est effectivement tous ces acteurs qui sont là pour poser ces diagnostics, partager ces diagnostics pour que les feuilles de route puissent être le reflet de la réalité des territoires et avoir une bonne coordination des actions, encore une fois, entre tous les travaux qui sont menés de manière transverse par les différents services. Et si on doit maintenant regarder un petit peu dans l'avenir, donc par rapport à tout ce qui s'est déjà dit, à la fois sur des leviers qui sont déjà actionnés et une énergie, une forte mobilisation qui est en place dans les territoires, on va vous adresser quelques jalons pour vous montrer un petit peu ce qui nous attend. Donc déjà, très concrètement, dès le mois de novembre, sur le champ du numérique dans le médico-social, on va avoir le lancement de la généralisation de MS Santé pour le médico-social. Il y a eu des pilotes de déploiement qui se sont déroulés dans toutes les régions en France depuis plusieurs mois, des groupes de travail nationaux pour préparer la généralisation. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir lancer cette généralisation dans tous les territoires, donc des usages, de l'échange via MS Santé au niveau national. Des actions qui sont également engagées avec l'ensemble des régions sur l'anticipation de l'identification des acteurs. L'identification des acteurs, des professionnels du médico-social, c'est la base de la confiance dans les échanges. Bien identifier des professions qui ne sont pas des professions, on va dire, à ordre, mais qui sont des professions à rôle, leur donner en effet un rôle dans le parcours, dans la coordination, les inscrire dans le répertoire des professionnels de santé qui s'ouvrent au champ du social et du médico-social. Voilà, c'est central. Et donc, l'objectif, c'est qu'on puisse progressivement accompagner l'inscription de leurs identités dans le répertoire RPPS+. Et derrière, ça va ouvrir la voie à la création de boîtes aux lettres MS Santé nominatives. Ça va ouvrir la voie à une connexion au dossier médical partagé en cible pour ces acteurs-là, dès que la matrice d'habilitation sera mise en place. Voilà, c'est ça qui va être essentiel. L'identification des acteurs, des professionnels, c'est vraiment ça qui est important pour garantir la sécurisation également des échanges. À partir de décembre, comme on l'a dit, il va y avoir une démarche donc, avec le guichet de référencement du Ségur qui va s'ouvrir pour la vague 1 pour les champs PA, PH et domicile, donc les solutions. Les éditeurs vont candidater à ce guichet de référencement pour faire référencer leurs solutions de dossiers usagers informatisés. Et donc, c'est une usine, entre guillemets, à référencement Ségur qui se met en place aussi pour le médico-social. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir publier régulièrement les solutions qui seront référencées dans le cadre du Ségur numérique pour les solutions de dossiers usagers informatisés. Début d'année 2022, grand lancement de Mon Espace Santé. Le médico-social est bien évidemment concerné. Un autre élément marquant, c'est la poursuite des instructions dans le cadre de SMS numérique, nouvelle vague, en généralisation, qui va permettre en effet d'ouvrir la voie à de nouveaux types de financement, dont le financement direct aux éditeurs, qui sera induit aussi par le référencement Ségur, et le système ouvert non sélectif dont a parlé Odile.
Au printemps, les pilotes qui sont en train de se mettre en place dans le champ des task force médico-sociales, les 18 structures, elles vont pouvoir donner donc, des retours d'expérience et qu'on puisse profiter à l'ensemble des acteurs, donc qu'on puisse valoriser les enseignements de ces pilotes. Travailler également sur l'ouverture du référencement Ségur numérique pour les champs protection de l'enfance et personnes en difficulté spécifiques. Voilà ce qui s'oriente à peu près au printemps. Et puis plus globalement, si on projette sur le deuxième semestre 2022, eh bien, il va falloir qu'on regarde en effet comment les premiers projets ESMS numériques ont commencé à développer des usages, puisque certains ont démarré depuis ce milieu d'année 2021. Donc un an après, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est important de se dire notamment sur l'utilisation d'un dossier usager informatisé, mais également sur l'utilisation des références et les services socles, développement des usages de la messagerie sécurisée de santé. Où en sont-ils ? Et puis qu'on puisse préparer la suite, puisque comme vous l'avez vu, donc, le Ségur se met en place par vagues successives, et l'objectif est de préparer une deuxième vague un peu plus ambitieuse qui ouvre la voie au champ du social, comme on l'a dit, mais aussi à plus d'interopérabilité. Donc voilà notre feuille de route, elle est ambitieuse, elle est co-construite, et c'est forcément en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les industriels, les institutionnels, les acteurs des territoires, ARS, GRAD, collectifs, les fédérations, les établissements et services médico-sociaux au bénéfice de l'usager, qu'on va pouvoir réussir ça tous collectivement. Merci Odile, merci Morgane, Mehdi, Fanny et Philippe. Et est-ce que vous avez des questions maintenant? C'est venu le temps des échanges. Alors, la première question est toujours difficile à poser. Je vous écoute, je vais relayer la question pour ceux qui sont à distance. Oui. Plus de précision, donc une question peut-être pour Odile ou Morgane, sur la généralisation de mon espace santé, hein, de la MS Santé, pardon, de la MS Santé. Je ne sais pas si on m'entend, oui c'est bon, ça marche. Donc une réunion de lancement est prévue le 25 novembre, mobilisant l'ensemble des ARS GRAD, les pilotes qui ont travaillé donc, depuis maintenant, on va dire 18 mois sur ces pilotes régionaux, donc, qui ont mobilisé à la fois des cas d'usage autour des dispositifs d'appui à la coordination. Il y a eu aussi des structures du handicap. Il y a eu aussi des structures en grand âge avec les EHPAD. Voilà, toute cette mobilisation qui s'est passée donc, ces derniers mois a permis de dégager des cas d'usage, a permis de dégager également des enseignements sur la manière dont on devait s'organiser tous collectivement, quelle répartition des rôles au niveau des territoires pour accompagner le développement des usages et quelle interaction avec le national. Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse partager l'ensemble de ces grandes orientations et ce plan de déploiement le 25 novembre. Globalement, ce qui va se dessiner, c'est que les établissements et services médico-sociaux qui vont être financés dans le cadre du programme ESMS numérique vont être amenés progressivement à inscrire la MS Santé dans leurs usages. Et donc, l'objectif, c'est qu'on puisse les accompagner en priorité, ces établissements et services médico-sociaux. Donc, au fur et à mesure des années jusqu'en 2026, de plus en plus d'établissements et services médico-sociaux seront amenés à s'inscrire donc dans le cadre des appels à projets, obtenir des financements et envisager de développer des usages, notamment de MS Santé. L'idée, c'est qu'on puisse les accompagner. Après, l'objectif, c'est d'avoir aussi un maillage territorial et donc faire intervenir des acteurs comme les dispositifs d'appui à la coordination ou les acteurs qui sont en charge de l'orientation. Les MDPH peuvent aussi jouer un rôle très important dans le champ du handicap. Et donc, c'est travailler en proximité pour aussi faire en sorte que ce ne soit pas que les établissements et services médico-sociaux qui soient équipés, mais également les partenaires de l'orientation. Voilà, donc c'est quelques exemples qui peuvent en effet créer des leviers pour MS Santé, sans oublier l'usager, puisqu'à partir du 1er janvier 2022, Mon Espace Santé arrive avec une fonctionnalité majeure qui est l'usage d'une messagerie sécurisée pour l'usager et qui va bien sûr mettre en évidence de nouveaux usages et qui va favoriser le fait que les structures s'équipent, se dotent pour répondre aussi à ces besoins accrus de l'usager de pouvoir partager, échanger avec les acteurs de la prise en charge. Merci Morgane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la question sur le DMD. Oui. Qui pourra déposer des documents? Oui. Et où on pourra trouver la liste?
La liste des professionnels, c'est ça référencé. Donc, la question concerne le DMP et qui pourra déposer des documents dans le DMP et où et quand pourra-t-on trouver la liste des professionnels autorisés et le type de document. Alors, qui pourra déposer des documents? En premier lieu, on va parler des types de documents, effectivement. Donc, on a défini cette liste. Donc, on a un projet. Je vous disais, il y a le projet personnalisé d'accompagnement dedans. Il y a des grilles d'évaluation. Il y a des CERFA qui permettent de mettre à jour les droits. Il y a des attestations de sortie. Il y a tout un tas de... Il y a le DLU DOM, etc., qui sont prévus. Donc, pour le moment, dans ce projet d'évolution de la matrice d'habilitation du DMP, la concertation va démarrer là, dans les prochains jours. Ce projet va être soumis également à la CNIL, aux associations d'usagers, aux représentants des professionnels. Et c'est à l'issue de cette phase de concertation qui va être publique qu'on pourra avoir une version définitive, si on peut dire, de cette matrice d'habilitation. Donc, vous allez voir, dans le cadre de cette concertation, vous verrez la liste précise des documents. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Et donc, on verra si, à la fin de la concertation, la liste a évolué ou non. Donc ça, c'est la première chose. Cette liste, elle est en cours d'élaboration. Une fois qu'on aura, donc il va y avoir un texte, un arrêté qui va publier donc cette nouvelle matrice d'habilitation. Donc ça va devenir officiel. Donc ce sera probablement en janvier pour l'ouverture de mon espace santé que cet arrêté va être publié. À partir de là, à partir du moment où les documents vont exister techniquement dans le DMP, eh bien, n'importe qui pourra alimenter le DMP avec ces documents. N'importe qui, s'agissant des professionnels, bien sûr, et des usagers eux-mêmes, puisque, encore une fois, l'idée forte du DMP et de mon espace santé, c'est que ce soit l'outil d'abord de l'usager lui-même. Et donc, ce qui est limité, ce n'est pas l'alimentation avec la matrice d'habilitation, c'est la consultation. C'est qui a le droit de consulter les données qui sont dans le DMP. Il n'y a pas de restriction ou très peu en matière d'alimentation du DMP. Est-ce que ça répond à votre question? Il y a d'autres questions. Terminez votre phrase sur les droits d'accès. C'est qui est-ce qui peut gérer les droits d'accès? Alors, il y a d'abord la matrice d'habilitation. Odile, si je puis me permettre, il faut répéter la question pour les auditeurs qui nous suivent. Alors, la question, c'est aller un petit peu plus loin sur qui va donner les droits finalement dans la matrice d'habilitation. Donc, qui va donner les droits plus exactement d'accès au DMP. Donc, il y a d'abord la matrice d'habilitation qui cadre ces accès, mais c'est surtout l'usager lui-même qui pourra décider de à quel professionnel il donne accès à quel document. Donc, ça reste une prérogative de l'usager. On a encore du travail à faire qu'on n'a pas encore mené sur le plan juridique, sur l'accès par les proches aidants et par le représentant légal. Donc ça fait partie des travaux qu'on mènera en 2022. Mais sinon, c'est l'usager lui-même qui définit à qui il donne accès. Et il y a un système de traçabilité qui est extrêmement poussé et puissant, j'ai envie de dire, qui est en place dans le DMP, c'est-à-dire que l'usager à tout moment pourra savoir qui a accédé à quel document. Concernant le MS Santé, comment va se passer l'interopérabilité entre les différents opérateurs? Je m'explique. Aujourd'hui, un professionnel de santé peut avoir une boîte médecin.ms santé, aura.ms santé, etc. Quand on regarde dans l'annuaire santé, aujourd'hui, les professionnels de santé ont plusieurs adresses MSS possibles. C'est possible, puisque de toute façon, le professionnel de santé peut s'inscrire sur différents domaines. Est-ce qu'il y aura à terme un client de messagerie commun, une uniformisation, c'est-à-dire que j'ai un professionnel de santé qui utilise telle messagerie, puis telle autre, puis telle autre? Est-ce qu'il y aura possible d'agréger, une espèce d'agrégation de l'ensemble des boîtes, de façon à ce qu'on ait la possibilité, puisque dans le cas pratique, aujourd'hui, les professionnels de santé peuvent avoir plusieurs adresses MS Santé. Ils peuvent utiliser un client messagerie particulier d'un
d'un GCS. Et par rapport, moi je représente un éditeur de logiciels aujourd'hui, donc la question c'est, nous si on implante une messagerie, une boîte, est-ce qu'on peut récupérer différents domaines et d'uniformiser différents domaines de MS Santé? Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. On ne va pas pouvoir vous répondre de manière détaillée parce qu'on n'est pas des experts de MS Santé, mais par contre, on a les équipes qui ne sont pas loin, donc on pourra relier votre question. En fait, sur le principe d'MS Santé, c'est un espace de confiance. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'uniformiser, ce n'est pas d'avoir une solution qui soit accessible par l'ensemble des acteurs. L'objectif, ce n'est pas qu'au niveau national, on puisse, notamment dans le médico-social, on s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on mette en place un service national du type Mélis ou pas. L'idée, ce ne serait pas en effet de mettre en place ça, puisque l'offre, elle existe. L'offre, elle existe à la fois dans les territoires et elle existe au niveau des opérateurs. Donc après, la question, c'est de savoir en effet comment les structures vont pouvoir utiliser, se doter de boîtes aux lettres qui sont soit des boîtes aux lettres organisationnelles, soit des boîtes aux lettres en effet nominatives pour gérer ces échanges. Et donc faire appel en effet à des opérateurs qui peuvent être des opérateurs régionaux ou qui peuvent être des opérateurs privés. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'espace de confiance. Après, sur votre question plus précise, je vais avoir du mal à vous répondre, mais on peut discuter avec Anne Laurin qui n'est pas loin et qui pourra, je pense, nous apporter plus de précision. Bonjour, merci pour ces précisions. Vous avez situé comme un des leviers la formation. Donc, quelle est la stratégie qui est proposée en termes de mise en place de la formation pour accompagner les acteurs du médico-social et les moyens qui vont être mis dans les moyens du Ségur? Au-delà des moyens, je dirais, pour accompagner les éditeurs, est-ce que les structures de formation vont aussi pouvoir avoir, pardon, c'est comme ça sonne. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a aussi des budgets, que ce soit pour la formation des professionnels du secteur médico-social? Et quelle est la stratégie en matière de formation pour accompagner les acteurs? Au-delà des formations outils. Parce que bon. Alors, effectivement, au-delà des formations outils qui sont prises en charge généralement par les éditeurs, un peu par des assistants à maîtrise d'ouvrage, mais dans notre secteur social et médico-social, c'est beaucoup les éditeurs qui font ce travail, mais comme vous le dites, c'est de la formation outils. Alors, parler des moyens aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. La stratégie sur laquelle on travaille, c'est on travaille avec les écoles de formation des professionnels du secteur social et médico-social qui font à la fois les écoles, les universités, également évidemment avec les professionnels de santé, puisqu'il y a beaucoup de professionnels de santé évidemment dans le secteur social et médico-social. Et donc, on travaille avec les organismes formateurs avec les OPCO également, pour insérer la formation au numérique à la fois dans les cursus de formation initiale, mais également dans les cursus de formation continue. Donc, pour le moment, c'est encore un petit peu tôt, un peu prématuré pour vous parler des moyens qui vont être mis en place. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui va être publié là, très prochainement pour insérer des modules de formation numérique dans la formation initiale et continue des professionnels du secteur social, médico-social, professionnels de santé, etc. Donc, dans tous les cursus, on va renforcer cette dimension-là. Et en complément, effectivement, de ces actions transverses et nationales, je pense qu'il y a le collectif aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, oui, qui a vraiment vocation à être cet espace d'acculturation et de partage sur tous ces sujets dont on parle ensemble. Il y a un travail aussi en complément pour alimenter aussi les collectifs dans leur travail d'accompagnement des pairs sur le terrain. Il y a un travail de fond qui est en cours de préparation à l'ANAP notamment, qui est de préparer des cas d'usage sur la transformation finalement des métiers, des pratiques professionnelles grâce aux apports du numérique. Et donc, on est en train de construire un fonds documentaire, si je puis dire, c'est peut-être pas un très bon terme, mais en tout cas des exemples, des cas d'usage, des retours d'expérience qui vont permettre à l'ensemble du secteur de mieux s'organiser grâce aux apports du numérique et de faire évoluer les pratiques professionnelles. Donc ça aussi, ce sera un support finalement à la formation qui va pouvoir être diffusé par les différents canaux, que ce soit les écoles, que ce soit les collectifs dans les territoires.
Oui, moi je voulais apporter aussi un complément à cette réponse. Dans les dynamiques territoriales dont a parlé Philippe, donc on voit l'émergence de groupes de travail. C'est très attendu, la question de la formation de la part des directeurs des établissements et services médico-sociaux. Et du coup, c'est intéressant parce que dans ces groupes de travail, donc moi je vais donner l'exemple de l'Occitanie, mais je sais que dans d'autres grades c'est travaillé. Les directeurs ont souhaité se réunir et identifier les questions en fait de la formation. Et ça, c'est important parce que ça pourra aussi alimenter tout ce qui peut être fait et soutenu par le niveau national. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, en effet, c'est un gros enjeu, la formation. Et c'est très attendu. Sans formation, en fait, on peut déployer tous les outils numériques qu'on veut. Je crois qu'il n'y aura pas d'écho. Donc, voilà. Merci. Justement, ma question s'adresse à vous. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de précision sur la manière dont sont constitués les collectifs SI, et notamment pour les territoires qui restent encore non constitués. Alors, merci pour cette question. Ils sont effectivement assez protéiformes. Ils répondent à tout le cœur des objectifs que j'ai cités là. Par contre, dans leur constitution, alors, ils ont un niveau d'avancée qui est très hétérogène. Le grade est assez fréquemment un des animateurs, co-animateurs de la vie de ce collectif. Il implique les fédérations qui sont portées, qui se sont inscrites dans la démarche dans les régions. Elles sont variables. Pas toutes les fédérations dans toutes les régions sont représentées dans tous les collectifs. Parfois, c'est une des fédérations qui est porteuse des fonds qui permettent de financer ce collectif, puisque les professionnels qui interviennent donnent du temps, et donc on a besoin au sein du collectif d'avoir un petit budget pour mener les actions, pour rémunérer, défrayer les intervenants. C'est plutôt défrayer que rémunérer. Parfois c'est une fédération, parfois c'est l'autre. Ça peut arriver aussi que ce soit le grade aussi qui soit porteur de ces fonds, c'est marginal. Voilà, pour l'organisation, elle est comme ça. Quelles sont les actions qui sont portées par ces collectifs? Là aussi, c'est très différent en fonction des régions. Mais globalement, comme le disait Laurence, on a des groupes de travail qui vont regrouper soit des profils de type directeur, responsable de structure, d'OG ou de structure, sur des volets plus stratégiques, un petit peu moins techniques. Et puis, on a souvent des groupes, des collèges, des groupes de travail qui vont rassembler là des DSI, des responsables de systèmes d'info, pour partager sur des problématiques un petit peu plus techniques. Et je complète aussi sur la question du développement des sites Internet ou espaces numériques sur des sites Internet, soit des grades, soit des collectifs qui ont créé leur propre site. Voilà. Ça, c'est un canal, c'est pareil dans les échanges que nous avons avec les établissements et services au quotidien. Il y a cette question de trouver toute l'information dans un seul endroit, en fait. Voilà. Donc ça c'est aussi un axe de développement très fort, c'est de rassembler donc, dans les régions qu'on identifie un espace numérique sur lequel trouver toutes les informations, en dehors de ce qui existe évidemment, de ce que propose notamment l'ANAP, avec de très bons documents. Voilà. Je crois que là, s'il y a une dernière question, ça sera vraiment la dernière parce que nous arrivons au terme de notre atelier. Vous avez une question, madame ? Comment simplifier l'interconnexion pour les ESMS avec le DMP, tout ce qui est commande de certificats par les structures médico-sociales, ça peut être très très lourd et prendre beaucoup de temps. Alors c'est une très bonne question. Morgane vous a dit tout à l'heure qu'on a travaillé cette année sur un DSR, donc un dossier de spécification de référencement. C'est une liste d'exigences que les solutions de DUI doivent respecter. Donc, c'est vraiment très précis. Et donc, ce DSR, c'est
va constituer pour les éditeurs une nouvelle version de leur solution. Donc, on va d'abord, au niveau national, et c'est l'ANS qui va le faire, vérifier la conformité des solutions des éditeurs à ces exigences. Et ensuite, dans le dispositif SONS là, que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, où l'État va acheter pour le compte des ESMS ces solutions auprès des éditeurs, la prestation que l'éditeur va mettre en place comprend non seulement le module DSR, donc cette version DSR compatible, très fortement articulée avec le DMP, la messagerie sécurisée de santé, l'annuaire de santé, etc., l'intégration de l'INS, tous les services. Et vous pouvez d'ores et déjà consulter, puisque ce DSR est en pré-publication sur le site de l'ANS, donc je vous invite à aller voir, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans cette liste d'exigences. Et donc la prestation Ségur, c'est-à-dire ce que l'éditeur devra faire à chaque fois qu'il installera cette version chez un client, dans un ESMS, comprend non seulement la licence, mais aussi l'installation, le paramétrage, la formation des utilisateurs, l'aide à l'installation du certificat serveur que vous évoquez. Donc, ça fait partie de la prestation, ce qu'on appelle la prestation Ségur, c'est-à-dire c'est inclus dans le DSR, et tous les éditeurs, pour percevoir le financement SONS, devront démontrer qu'ils ont effectivement réalisé ce travail chez chacun de leurs clients. Voilà. Je pense que nous pouvons conclure. Merci à toutes et à tous pour cet échange riche. Et donc, pour ceux qui sont ici, nous pouvons poursuivre les discussions naturellement sur l'espace de l'ANS. Voilà. Merci. Au revoir.